Chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver autour de notre émission Feuille d'Histoire. Feuille d'Histoire, aujourd'hui, a l'immense plaisir de recevoir M. Dr Adama Ali Pam, qu'on ne présente plus. Feuille d'Histoire, comme vous le savez, est une tribune pour ce travail mémoriel, ce travail de mémoire, pour faire connaître davantage notre histoire à nos concitoyens. Dans un contexte où les crises identitaires et les crises de manière générale ne cessent de secouer le monde, il est important pour un peuple comme le nôtre, qui après avoir connu une domination de plus de 3 siècles, de pouvoir revenir, n'est-ce pas, sur cette trace pour constituer une mémoire afin de construire une conscience historique lui permettant de retrouver alors son passé. Aujourd'hui donc, nous allons aborder avec notre invité une thématique d'une importance capitale. Mais avant d'y arriver, nous allons devoir présenter notre invité. Dr Ali Pam a appris à écrire dans son village de Guédé-Santier dans le Podor. Il est titulaire d'un doctorat de 3e cycle d'histoire de l'Université de Dakar, d'un diplôme supérieur en sciences de l'information et de communication obtenu à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de Dakar. Il est également titulaire d'une thèse d'archivistique et de paléographie à l'école des Chartes Sorbonne et d'un DEA d'histoire des civilisations de l'école des hautes études en sciences sociales, Paris. Il a été lauréat de plusieurs bourses d'études des gouvernements du Sénégal, de la France, des États-Unis et des organisations internationales comme l'UNESCO, le Conseil international des archives. Sur le plan professionnel, il a été conservateur aux archives du Sénégal, professeur à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes et au département d'histoire de Dakar. Monsieur Pam, je crois que nous avons très succinctement alors essayé de vous présenter. Cette présentation, vous avez quelque chose à y ajouter? Oui, merci M. Bey. Merci beaucoup. Effectivement, je crois que ça retrace assez largement mon parcours. Et je suis heureux aujourd'hui aussi de partager avec vous ce plateau pour échanger avec les lecteurs, avec les Sénégalais sur un aspect très important qui nous concerne tous, c'est-à-dire le patrimoine et l'histoire. Très bien. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur le patrimoine. Nous allons donc vous poser la question, inévitablement, qu'est-ce que le patrimoine? Merci M. Bey. C'est une vaste question. Le patrimoine, en latin, c'est le pater et le monium. C'est l'héritage que nous avons de nos parents. En réalité, le patrimoine, c'est l'âme des peuples. C'est le socle à partir duquel nous donnons puissance aux liens qui nous unissent avec les générations qui nous ont précédés. Le patrimoine forge notre identité. À partir du moment qu'il parle de nous, à partir du moment qu'il parle de nos prédécesseurs, de nos valeurs et de nos croyances propres. Le patrimoine, il peut être matériel, c'est-à-dire que ça peut être un château, ça peut, comme l'île de Gorée, ça peut être une ville, ça peut être un puits, ça peut être une photographie, comme les photos de Serigne Touba chez Cheikh Ahmadou Bamba, comme ça peut être aussi immatériel. Ça peut être nos contes, nos légendes, nos religions, ou même nos langues. Donc, en réalité, le patrimoine est riche et varié. C'est notre héritage, c'est ce que nous héritons, c'est ce qui fait sens pour nous et ce qui nous détermine par rapport aux autres peuples ou par rapport au reste du monde. Ceci dit, le patrimoine, c'est un héritage et c'est l'héritage que nous souhaitons transmettre, que nous souhaitons préserver, que nous souhaitons garder. Eh bien, quel est son lien avec l'histoire? Alors, le lien entre le patrimoine et l'histoire, c'est le lien assez complexe que l'histoire entretient avec la mémoire. Alors, la mémoire, elle est sélective. La mémoire, on décide de ce qu'on veut garder, de ce
on veut percevoir. Alors que l'histoire, c'est une discipline scientifique qui fait, c'est vrai, recours à la mémoire, mais qui a quand même des méthodes parce que l'histoire, historia, c'est l'enquête, c'est la recherche des événements du passé pour comprendre le passé et comprendre le présent, pour mieux définir le futur, bien sûr. Très bien. Maintenant, quelle relation le patrimoine entretient-il avec les archives? Alors, les archives aussi, c'est du patrimoine. Et c'est le patrimoine écrit. Les archives de Al-Haji Malik, les archives de Serigne Touba, les archives de Léopold Sédar Senghor sont toutes des archives. Dans chaque nation dispose ce qu'on appelle des archives nationales. Ça peut être une bibliothèque nationale chargée de conserver les traces écrites du passé, qu'il organise, qu'il essaie de transmettre. L'archiviste, c'est un passeur de mémoire. C'est une sorte d'architecte qui bâtit des ponts entre le passé, le présent et l'avenir. Le Sénégal dispose-t-il d'une bibliothèque nationale? Malheureusement, le Sénégal ne dispose pas effectivement d'une bibliothèque nationale, même si les textes existent, même si depuis 1976, les textes ont été pris. Il y a aujourd'hui à la direction des livres et de la lecture dirigée par le professeur Ibrahim Lo, un département qui travaille à mettre en place tous les outils nécessaires, mais il nous manque un bâtiment digne de son rang, avec toutes les facilités techniques et le personnel scientifique chargé et les budgets nécessaires aussi pour entretenir cette mémoire nationale, c'est-à-dire tout ce qui est écrit sur le Sénégal, au Sénégal, est relatif au Sénégal. Dans le projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal, cet aspect-là devait être donc pris en compte de façon résolue pour régler ce problème. Il faut donc une volonté politique manifeste pour arriver quand même à régler ce problème de bâtiments et de moyens. Oui, mais je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés ont annoncé ou ont fait des déclarations d'intention de doter le pays d'une mémoire nationale, d'une bibliothèque nationale, d'infrastructures mémorielles, y compris pour la bibliothèque nationale, que ce soit les archives nationales. Mais comme vous le savez, au lendemain des politiques d'ajustement structurel, des crises des années 70, progressivement, l'idée d'investir dans ces infrastructures, dans ces équipements qui coûtent quand même cher, mais le patrimoine n'a pas de prix. Et je crois que l'actuel gouvernement, dans le projet Sénégal 2050, ça figure en bonne place. Très bien. Très bien. Maintenant, quel rôle le patrimoine joue-t-il dans la restauration de la conscience historique d'un pays? Alors, je disais que le patrimoine, c'est l'âme d'un peuple. Demander à un talibé mouride un livre écrit des mains de Serigne Touba, demander à un jeune Tidiane léviatique de Al-Haji Malik, demander à n'importe quel Sénégalais ce que représente pour lui le drapeau sénégalais, tout simplement, dans son imaginaire, dans sa manière de se définir, c'est un pan important. Je disais que le patrimoine n'a pas de prix, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait nous sentir en communauté. Donc, le patrimoine fait les nations, fait les communautés, et c'est de ces identités-là qui nous font agir, qui nous font sentir dans une communauté de destin, une communauté d'hommes et de générations. Justement, pour un pays comme le nôtre qui a connu la colonisation pendant une certaine durée, est-ce qu'il est facile pour ce pays-là de retrouver très facilement son patrimoine et enfin envisager de le valoriser? Est-ce facile? Est-ce que la colonisation n'est pas un obstacle à la réalisation de ce patrimoine? Alors, aucune activité humaine de cette dimension n'est facile. C'est vrai que nos peuples ont vécu des blessures, ont vécu un passé douloureux
que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit la néocolonisation. Tous ces aspects ont fortement contribué à créer un mal-être, une perte de certaines de nos valeurs. Mais il faut aussi se rendre compte que le patrimoine, il est aussi vivant. C'est-à-dire que au cours de l'évolution des sociétés humaines, ils se servent de l'héritage pour créer quelque chose de tout à fait neuf. Oui, il est parfaitement possible de guérir de la colonisation et de l'esclavage. Quelqu'un disait qu'il faudrait que nous ne soyons pas esclaves de l'esclavage, que nous nous libérions de l'esclavage. Mais pour nous libérer de l'esclavage et de la colonisation, il faut comprendre les mécanismes par lesquels on a essayé de nous asservir en tant que communauté. Et donc, aussi, pour que nous puissions sortir de cette blessure sacrée que disait Aimé Césaire, il nous faut aussi aller dans notre propre histoire, épuiser nos valeurs, nos références, et pour construire par l'éducation, par la médiation avec du patrimoine, à construire une société nouvelle qui est enracinée dans ses propres valeurs, mais ouverte sur le reste du monde. Mais vous ne pensez pas donc, ou bien vous ne partagez pas ce point de vue selon lequel la colonisation a créé un génocide culturel alors au niveau de nos pays? Ah, tout à fait, tout à fait. La colonisation a été un génocide culturel. Aimé Césaire le dit très bien dans son discours sur le colonialisme. La colonisation, c'était quoi? C'était une vaste entreprise d'aliénation, comme dirait Cheikh Anta Diop. C'est une entreprise qui nous a fait perdre nos langues, qui nous a fait perdre nos religions, qui nous a fait perdre aussi nos manières de vivre et d'être, en nous inculquant des valeurs qui n'étaient pas les nôtres, parfois par la force. Si vous vous souvenez, il y a, pendant la période coloniale et même après la période coloniale, au moment des indépendances, l'école a été une sorte d'entreprise qui inculque la haine de soi chez les colonisés. On interdisait dans les cours de récréation aux jeunes Sénégalais ou aux jeunes Voltaïques ou aux jeunes Ivoiriens de s'exprimer dans leur propre langue. Vous savez, si vous vous souvenez du symbole, hein, le bonnet d'âne. Donc, on réprimait chez l'individu d'exprimer ses propres valeurs. Nos langues sont considérées comme des dialectes, nos religions sont considérées comme de l'animisme, nous-mêmes, nous étions classifiés comme indigènes, comme sous-hommes. De ce point de vue-là, la colonisation a été un véritable drame, un véritable génocide, mais nous pouvons sortir de cette blessure. Nous pouvons guérir et nous reconstruire, et je crois que le Sénégal, l'Afrique d'une manière générale, se reconstruit, se réinvente au jour le jour à travers les révisions des programmes d'histoire, nos créateurs, nos artistes, nos chassants et nos savants travaillent à donner aux Sénégalais leur propre identité. Ça a été le cas j'aime bien le répéter, de nos hommes de Dieu, hein, qui pendant la période coloniale aussi ont mené ce qu'on a appelé la résistance culturelle, c'est-à-dire devancer le colonisateur dans l'esprit des jeunes, y mettre des valeurs qui fondent notre identité. Et cette résistance semble être d'ailleurs la plus réussie. Maintenant, abordons un peu les types de patrimoine. Combien de patrimoine avons-nous et quel est en fait celui qui semble demander plus d'attention parce qu'étant peut-être celui-là qui va être la matrice, n'est-ce pas, qui va nous permettre de nous retrouver nous-mêmes? Alors, le patrimoine a été pris en charge bien avant, à partir du 19e siècle, mais dans notre temps moderne, par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO,
qui dès 1957 a pris une convention de protection du patrimoine pendant les conflits armés. Et il y a eu la convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, pour dire que le patrimoine mondial, il est culturel, ça peut être des villes, ça peut être des architectures particulières comme l'île de Gorée, qui est une île mémoire, ça peut être l'île Saint-Louis, donc ça peut être un patrimoine immatériel, plutôt le patrimoine culturel, ça peut être les parcs, les parcs nationaux, le parc Nyokolokoba par exemple, fait partie le parc de Djoudj, fait partie aussi du patrimoine du patrimoine naturel. Mais à partir de 2003, il y a eu la convention sur le patrimoine immatériel. Dans le patrimoine immatériel, vous avez les religions, vous avez au Sénégal, par exemple, le Kankourang, vous avez plusieurs, même le Tchéboudienne, qui a été classé dans la liste du patrimoine immatériel. Alors, en 2005, il y a eu la convention aussi sur la diversité culturelle, parce que la fonction ou sur le mandat de l'UNESCO, c'est de créer les conditions d'instaurer la paix dans l'esprit des hommes, pour que les hommes soient en paix et vivent en paix. Il faudrait qu'ils se comprennent, parce que ce sont les préjugés qui créent la guerre. Et de ce point de vue-là, l'UNESCO essaie de réunir ce qu'on appelle la liste du patrimoine mondial, c'est-à-dire le patrimoine exceptionnel qui est mis sous la protection de toutes les nations du monde, pour rappeler au monde entier que nous avons tous un fond commun d'humanité qui nous relie ensemble. Que ce soit les pyramides d'Égypte, que ce soit je vais donner un exemple, voilà, que ce soit la bibliothèque de Tombouctou. Ouais, Tombouctou, les manuscrits de Tombouctou, que ce soit le Mahabharata, que ce soit voilà. Et je crois que dans cette liste-là, je verrai bien, pourquoi pas, le Magal de Touba, ça qui peut être classé aussi dans la liste du patrimoine immatériel mondial, parce que le Magal de Touba, c'est un moment important de culture de la paix, de culture de la paix, d'unité et du pardon. Alors, donc, il y a plusieurs types de patrimoine, pour nous résumer. Il peut être matériel, il peut être immatériel, il peut être constitué de menues choses. Hein. Ça peut être juste la photo de Serigne Touba. Vous avez vu toute la mobilisation qu'il y a eu. Ça peut être les manuscrits, des lettres écrites par la main, par Senghor, de sa main, de sa bibliothèque. Ça peut être un petit bracelet que quelqu'un peut hériter de son arrière-grand-père. Donc, c'est tout cela, le patrimoine. Il y a une diversité de types de patrimoine, mais la seule constante, c'est ce lien-là qui nous lie avec les générations qui nous ont précédés. Alors, mais comment peut-on efficacement préserver ce patrimoine au Sénégal? Quelles sont les actions qu'on doit mener, n'est-ce pas, pour y arriver? Et s'il y a aussi des obstacles, qu'on en parle. Oui, la préservation du patrimoine, c'est une œuvre de longue haleine qui interpelle les professionnels du métier du patrimoine, les politiques, les décideurs, ce qui fait qu'il nous faut toute une politique de mise en place d'institutions patrimoniales, des politiques de médiation aussi, parce que le patrimoine, on le conserve pas pour le conserver simplement, mais pour le mettre à disposition, pour, à partir de ce patrimoine, créer aussi de la valeur ajoutée, partir de notre héritage pour créer, ça peut être des films. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 2-3 ans, avec les studios Marvel, qui a créé
deux séries de films, Wakanda et Wakanda Forever. Ces deux films ont produit en termes de recettes plus d'argent que nous allons avoir d'argent dans le pétrole et le gaz au Sénégal. Pour dire que le patrimoine, ça n'est pas seulement que de vieux objets, mais c'est aussi un levier pour le développement. Alors, la préservation du patrimoine, elle passe aussi par la médiation, c'est-à-dire qu'on ne préserve pas un patrimoine juste pour la préservation, mais on le préserve aussi pour le rendre disponible, pour le rendre utile. Et rendre cela utile, ça consisterait à introduire l'enseignement du patrimoine dans les curricula de formation. Je disais tout à l'heure que l'UNESCO a aidé à écrire l'histoire générale de l'Afrique. Cette histoire générale de l'Afrique a permis de mettre fin au mythe d'une Afrique sans histoire. Et parmi les rédacteurs, les savants du monde entier qui ont été conviés à cette réécriture de l'histoire, nous avons le professeur Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, le Sénégal a entrepris, depuis quelques années, une histoire générale du Sénégal. Il faudrait introduire dans l'enseignement de l'histoire la pensée de Serigne Touba, la pensée de El Hadj Malick. Mais il faudrait aussi que nous préservions nos manières de construire, de vivre nos rapports humains par rapport à nos propres valeurs. Et tout cela, c'est par le biais de l'éducation. Mais il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi ce qu'on appelle les industries créatives, transformer notre histoire à travers les œuvres cinématographiques, à travers les créations artistiques. Je disais tout à l'heure que Samen Ousmane a réalisé le film Tcharoy qui a permis de faire sortir au grand jour cette page sombre de notre histoire. Et les créateurs sénégalais peuvent investir notre histoire, peuvent investir notre patrimoine pour créer des œuvres, et toutes ces œuvres peuvent également servir de support dans le cadre de la révision de nos manuels d'histoire, de nos programmes d'enseignement. Au Sénégal, existe-t-il une bonne politique de préservation du patrimoine? Alors, je disais tout à l'heure que peut mieux faire. Le Sénégal peut mieux faire et doit mieux faire. Il y a eu certes des pas qui ont été posés. Senghor, il crée Moudra Afrique, il a organisé le Festival mondial des arts nègres à Dakar. Il a créé les arts décoratifs de Thiès, dont un tableau d'ailleurs, plutôt une tapisserie orne le siège de l'UNESCO, qui est une grande fierté pour nous. Après, je pense que, après Senghor, il y a eu Abdoulaye Wade qui nous a offert le magnifique musée des civilisations noires. Voilà, il y a tout un ensemble aussi de stratégies qui ont été mises en place de protection de l'île de Gorée, qui est l'île mémoire de l'île Saint-Louis. Et il y a aussi une liste nationale. Il y a une liste nationale qui préserve un ensemble de patrimoine. Oui, mais le Sénégal ne dispose pas, à l'heure où je vous parle, d'infrastructures dignes de ce nom pour abriter les archives nationales qui sont la mémoire de la nation ou la bibliothèque nationale. Oui, et ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, on le déplore. Les archives au niveau, n'est-ce pas, des 4C au niveau de Dakar. Et là, je crois que les conditions de préservation ne sont pas des meilleures. Mais quelles sont les principales menaces alors qui pèsent sur notre patrimoine quand on considère que la mondialisation, la globalisation et les risques de troubles, etc., comme ce qui s'est passé avec l'université Cheikh Anta Diop, alors qui a été en partie pris par quelques pyromanes. Le patrimoine est aussi sujet à beaucoup de risques, des risques naturels, des risques anthropiques, humains.
de la criminalité, tout simplement. Elle peut être transfrontalière comme elle peut être nationale autour du patrimoine. Il y a des accidents, il y a des incendies accidentels, comme il y a des incendies volontaires. Vous avez venu de parler des incendies qui ont eu lieu à l'Université de Dakar, les centres d'état civil, des mairies qui sont incendiées. Il y a les risques climatiques. Aujourd'hui, l'île de Gorée est menacée avec l'érosion côtière. À Saint-Louis, l'île qui est classée aussi est sous le risque d'être placée dans la liste de patrimoine en péril parce qu'il y a aussi énormément d'enjeux derrière. Vous avez parlé de la mondialisation, la globalisation. L'un des risques, c'est l'uniformisation, c'est-à-dire que le Sérère ne puisse plus manger son gourban, que le Peul ne puisse plus boire son lait caillé ou que le tchéboudienne disparaisse de notre plat à midi. Tout cela, ça fait qu'il y a énormément de risques et ces risques ne sont pas seulement spécifiques au Sénégal. C'est des risques globaux. Il y a des conventions qui sont internationales, qui sont mises en place. Il y a Interpol qui surveille les frontières, des œuvres d'art volées ou des sites archéologiques sauvages où les gens ils volent des antiquités. Donc le patrimoine est sous haute et sous tension, sous des risques multiformes qui n'épargnent ni les pays du Nord ni les pays du Sud, mais la situation est encore beaucoup plus dramatique chez nous. Mais le numérique est-il un atout ou bien alors un obstacle pour la préservation de notre patrimoine et subsidiairement, comment peut-on, à partir aussi du numérique, penser à intégrer, n'est-ce pas, le patrimoine dans nos curricula? Alors, le numérique, j'ai l'habitude de dire que le numérique, c'est un peu notre 1492. C'est la découverte d'un nouveau monde. Et comme tout nouveau monde, il y a des opportunités, et des traquenards et des risques. Et il nous faut une bonne carte pour pouvoir lire ce nouveau monde. Et ces nouvelles cartes, c'est beaucoup de normalisation, c'est beaucoup d'encadrement. Le numérique est essentiel aujourd'hui dans la diffusion du numérique, plutôt de diffusion du patrimoine. Mais il y a aussi des enjeux. Il y a des enjeux de préservation de ces mêmes objets numériques qui est un véritable défi. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, nous avions des cartes perforées, ensuite les disquettes, ensuite les CD. Il y a toute une évolution et obsolescence des supports qui font qu'il y a aussi des risques qui sont attachés à l'usage du numérique. Et aujourd'hui encore, nous avons l'intelligence artificielle, les fake news, la falsification des objets ou des objets ou de la réalité tout simplement. Mais cela dit, le numérique est quand même un formidable atout qui peut nous permettre, avec la réalité virtuelle, de pouvoir plonger dans l'histoire, de pouvoir apprendre aussi plus facilement, accéder plus facilement, ou sauver d'ailleurs, sauver d'ailleurs les traditions et les patrimoines pour les préserver sur le long terme. Mais ça nécessite aussi beaucoup d'argent, ce n'est pas moins cher. Ce n'est pas plus facile, ce n'est pas moins risqué que le monde analogique. Alors, sur la question de la valorisation, je pense que oui, que le patrimoine, le numérique est une véritable chance aussi. Monsieur Pam, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, je suis à la base un archiviste. Le mot de la fin, c'est... j'aime bien à le répéter, c'est ce que disait Jules Michelet, qui était directeur des archives de France.
il disait que dans ces galeries où il y avait les archives de France, dans ce silence apparent, il y avait autre chose que la mort. Il y avait un mouvement, que ces archives-là, que ce n'était pas que des papiers, que ces parchemins qui étaient laissés là au fil des âges n'étaient pas de la mort, mais ces papiers respiraient la vie, de la vie des hommes, de la vie des peuples. Que notre patrimoine, que ce n'est pas seulement de la pierre, ce n'est pas seulement que du papier, ce n'est pas seulement nos chants et nos légendes, c'est tout cela, c'est de la vie, c'est de la transmission de nos anciens que nous avons la charge d'entretenir et de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants, qui eux aussi auront la charge de transmettre notre propre héritage. C'est bien dit. Donc, M. Pam, nous vous remercions, en tout cas pour votre disponibilité. Ce travail n'a été possible que grâce à votre engagement. Et là, vraiment, nous vous remercions infiniment. Donc, chers téléspectateurs, nous voici donc au thème de notre entretien qui, somme toute, est très intéressant, mais le temps qui nous est imparti a touché à sa fin et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.